Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Bienvenue à notre mercredi de l'histoire du mois de novembre 2023. J'ai failli dire 1931. Nous parlerons ce soir, on va aborder la question du recensement de 1931. Je vais expliquer plus largement l'historique autour du recensement puis de cette pratique que je pourrais qualifier de britannique, en fait, en partie, des recensements. Puis bien, ce soir, je vais vous montrer, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données d'un recensement. Qu'est-ce que le recensement de 1931 a de particulier, entre autres, avec les données qu'on va y retrouver. Puis, je vais vous présenter quelques exemples de données qu'on retrouve dans le recensement, aléatoires un peu, là, arbitraires, en lien avec les choix éditoriaux que j'ai faits, mais vous allez pouvoir faire ça vous-même éventuellement. Allez vous amuser avec cet outil qui est disponible depuis peu. Je salue les gens qui sont à la maison, qui nous regardent présentement sur Zoom en direct. Alors, vous savez que vous pouvez lever la main pour commenter au besoin. Notre collègue Hugo qui va vous permettre d'ouvrir votre micro au moment précis où vous allez avoir besoin de parler. Alors, gênez-vous pas, ce n'est pas parce que vous êtes sur Zoom que vous ne pouvez pas poser des questions ou commenter sur ce qui se déroule ce soir. Alors, merci d'être là à distance. Merci aux gens également dans la salle qui sont présents ce soir. Alors, je veux juste souligner avant de commencer officiellement la présence de quelques collègues du conseil d'administration de la Société d'histoire. D'abord, Denis Paul, au fond, à droite, qui est notre vice-président. Bonsoir, Denis. Francine Trudel, notre secrétaire, au fond, à gauche, qui était à l'entrée. Lucie Roy, notre trésorière. Nous avons aussi Hugo Chouinard à la technique derrière la caméra. Et notre ami Michel Turcotte, qui est aussi présent ici comme directeur, ainsi que Bernard Poirier, que je cherchais et que j'ai trouvé, qui est également présent dans la salle. Alors, merci à toutes et à tous d'être là et merci aux membres. C'est vous qui faites vivre l'histoire à la Société d'histoire. Bien. Alors, allons-y. Le recensement de 1931. Je vais y aller avec mes diapos dans l'ordre. J'ai mis ici, en fait, une petite présentation publiée par le Bureau fédéral de la statistique, alors qui était le 7e, notez bien ça, le 7e recensement du Canada en 1931. C'était le guide pour les instructions pour les commissaires et les énumérateurs lors du recensement. Alors, peut-être que même certains d'entre vous ici présents ce soir avaient déjà circulé pour faire le travail d'énumérateur. Là, je sais que mon père avait déjà fait ça, passer pour le recensement. Enfin, alors c'était juste la page titre du recueil du recensement en 1931. Bien. Alors, j'explique le contexte. Alors, c'est le 1er juin 2023, les dates récentes, je ne suis pas bon. Les vieilles dates, je ne suis pas pire. 92 ans après la compilation des données du recensement de 1931, que le Canada rend public les informations contenues dans ce dernier. Il s'agit du 7e recensement du Canada depuis la Confédération canadienne, donc depuis le 1er juillet 1867. Cette tradition britannique implantée bien avant 1867 se poursuit à toutes les premières années de chaque décennie. Vous savez que la première année d'une décennie, c'est toujours l'année 1. C'est comme dans une dizaine, on commence à compter à 1, vrai? Vrai, oui. Alors donc, c'est l'année 1 d'une décennie, d'accord? Alors, les données nominatives sont conservées confidentielles pendant 92 ans. C'est la règle que s'est donnée le gouvernement fédéral avec la préservation de la confidentialité autour de ces données-là, ce qui permet de préserver la vie privée des Canadiens. Alors, cependant, pour les historiens, les généalogistes et les sociétés d'histoire comme nous, alors, c'est ça, comme la nôtre, ce sont des données exceptionnelles à utiliser, à étudier. À noter que sous le régime français, des recensements ont également eu lieu, le premier en 1666. Alors, donc, il y a une série de recensements sous le régime français. Et depuis la Confédération, il y en a eu 7, il y en a eu plus que 7, mais jusqu'en 1931, il y en a eu 7, on se comprend bien. Il y a quelques exceptions aussi depuis la Confédération. Par exemple, on a fait un recensement des provinces des prairies canadiennes en 1916. Alors, entre 1911 et 1921,
faut dire que les provinces canadiennes avaient été formées outre le Manitoba en 1905. Donc, la Saskatchewan et l'Alberta avaient intégré la Confédération canadienne en 1905. Donc, on avait voulu faire un état de la situation à ce moment précis-là, en 1916. Et avant 1871, pardon, tout de suite après la Confédération, donc avant 1867 et 71, il y avait eu des recensements aussi du Canada uni. Hein, vous savez qu'on était dans l'Union à partir de 1840, donc en 41, en 51, en 61, il y a eu des recensements du Canada uni. Donc dans les secteurs Canada-Est, Canada-Ouest, Québec, Ontario, et également quelques-uns avant 1840. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des recensements. Même Joseph et Marie avaient été obligés d'aller se faire recenser. On s'en souvient de cette histoire-là, n'est-ce pas? Hein? Il y a un peu plus longtemps. Bon, blague à part, on le fait d'une manière plus soutenue, plus solide, plus sérieuse depuis la Confédération. Et je voudrais même, depuis le 20e siècle, les données sont un peu plus fiables, un peu plus sérieuses également. Quelques informations également que j'ajoute, auxquelles je n'avais pas pensé, mais là j'y pense, séance tenante. Vous savez que les recensements du Canada avaient été faits papier et que les feuilles papier avaient été envoyées au gouvernement fédéral et qu'à un moment donné, dans les années 60 ou 70, on a mis ça sur microfilm, sur des bobines. Vous avez déjà, certains d'entre vous, travaillé avec des bobines de microfilm pour aller vérifier des informations comme ça. Et une fois que ça a été fait, le Canada a décidé de jeter les copies originales des recensements du Canada. Donc, les copies papier ont été éliminées et la seule copie qui restait était la copie microfilm. Donc, c'est à partir des microfilms qu'on a réussi à numériser et à rendre ça disponible éventuellement là, dans les dernières années. Donc, le délai de 92 ans, aussi une notion importante. Ben là, je n'ai pas fait l'exercice de me forcer pour essayer de faire ça, là, mais ça se pourrait qu'il y ait des personnes encore en vie qu'on mentionne dans le recensement de 31, qui étaient bébés, par exemple. Il y a 10 ans, j'ai présenté dans un mercredi de l'histoire le recensement de 1921, d'accord, qui venait de sortir 92 ans après, et on avait un personnage, Eusèbe Martel, il fallait que je pense, qui était encore en vie de mémoire et était dans le recensement de 1921. Donc, il est mort à 100 ans, là, écoute. Hein? 100, je pense, ou 101, je ne suis plus sûr, en tout cas. 100 et plus, on va dire ça de même. Hein? Donc, il était né, il avait subi la naissance dans le recensement de 1921. Fait que, tu sais, il peut y avoir des exceptions comme celle-là, mais on se donne le délai de 92 ans, puis c'est correct, c'est respectable. On adhère à ça. Attention, les données du recensement, les données nominatives sont gardées confidentielles. Mais évidemment, le Bureau de la statistique du Canada va utiliser les données pour en faire des statistiques avec lesquelles l'État, le gouvernement, la population vont pouvoir travailler. Alors, par exemple, sur, je ne sais pas moi, l'âge moyen au mariage ou la mortalité infantile, ou, etc. Alors, on va pouvoir utiliser ça sur les statistiques de l'emploi, blablabla. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser dépendant des catégories d'informations que l'on recherche. Alors, on peut faire un travail statistique autour de ça. J'en ai fait un pour ce soir. Je vous en parle plus vers la fin. D'accord? Alors, voilà. Ça va? Alors, ça, c'est le contexte à chaque première année d'une décennie. Bien. Et c'était le cas en Angleterre aussi. On a toujours fait en Grande-Bretagne des recensements les années 1 d'un siècle. Comme on sait que le poids moyen des bœufs en Angleterre, en 1751 et 1801, passe en moyenne de 370 kg à 800 kg. Bien, c'est ça. Ben, oui, c'est ça. Il y avait toutes sortes d'informations dans les recensements. Je ne sais pas, là, en tout cas,
Ça a été changé dans l'article que j'ai lu qui disait ça probablement. Bon, ceci étant dit, je dis ça ailleurs qu'ici, cette affaire-là d'habitude. Bon, bien. Alors là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder les catégories, les causes qu'on a dans le recensement. Vous ne voyez pas très bien, mais je vais vous aider pour savoir qu'est-ce qu'on va y trouver. OK? Alors là, ça, c'est la feuille, c'est le formulaire. D'accord? C'est le fichier vierge qu'on utilise. Alors, premièrement, tu as la ligne 1. Ça, c'est la première ligne. Ligne 1, 1. D'accord, ça va? Alors, ça, tu as le numéro de l'habitation et la famille en question. Parce que dans une habitation, tu peux avoir plus qu'une famille. Alors, donc, c'est l'habitation 1, la famille 1. Donc, le nom de chaque personne dans la famille, le ménage ou l'institution. Donc, c'est ici, là, la case 3, c'est le nom de la personne. J'ai dit de la famille. De chaque personne dans la famille, le ménage, parce qu'une famille, c'est quand il y a des enfants, donc un ménage, c'est un couple, puis, ou de l'institution, parce qu'il va en avoir une ce soir, une institution. On n'est pas loin d'elle, d'ailleurs. On est dedans, même, je dirais, l'institution. Et on va nommer les personnes. Bon, là, évidemment, dans ça, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple, le foutu nom de jeune fille des épouses, il n'est pas là. On utilise le nom après le mariage. D'accord? Alors, des fois, ça nous pose problème, là, nous, les chercheurs, parce qu'on cherche Sophie Ouellette, mais Sophie Ouellette, elle s'appelle Sophie Savard. D'accord? Parce qu'elle utilise le nom de son mari. Ça pose problème, a priori, bien sûr. Récemment, j'ai fait un voyage généalogique avec des petits cousins éloignés qui ont le même arrière-grand-père que moi à Saint-Charles-sur-Richelieu, mais qui provenaient du Manitoba. Et la personne qui s'appelait Lucier, c'était pas une Lucier, c'était l'épouse de Lucier. Puis l'autre, madame, elle s'appelait pas Lucier, mais c'était une Lucier parce qu'elle avait pris le nom de son mari. Alors, moi, j'étais tout mêlé, savoir laquelle des cousines était une cousine parente avec moi ou non par mariage. Donc, ici au Québec, dans les années 80, on a réglé ça. On a dit des femmes, gardez votre nom. Ça simplifie l'affaire pour les chercheurs. Bien sûr. Vous, Mme Cloutier, oui. Comment vous avez vécu ça, votre nom? Non, c'est ça. Oui. Ben non. Ben oui. Vous avez bien fait. C'est bon. On vous reconnaît parce que. Oui. Vous avez eu les deux, vous. Oui. Oui, encore. Ben oui, c'est ça. Monsieur de ma grand-mère, quand on allait la voir, elle s'appelait Lucier, mais elle s'appelait Menu dans la vraie vie. Menu, c'est son nom de fille. Et elle s'appelait encore Lucier, même si ça faisait 30 ans que son mari était mort. OK, c'est ça. OK. Bon, trêve de lutte de suffragette, là, mais vous comprenez l'idée. Oui. Ben oui, Mme Louis Bédard. Les femmes perdaient aussi leur nom, mais pas dans le recensement, là, mais les femmes perdaient aussi leur prénom, là, bien sûr. Alors, je fais des blagues à ma conjointe comme ça des fois, mais c'est pas très drôle. Denis? Oui. Alors, Denis Paul nous signale que parfois, là, dans les événements anciens, là, on mentionnait les noms des femmes par le nom complet de leur mari. Alors, ouais, c'est ça. Ben oui, même le prénom. Alors, ici, dans le recensement, au moins les femmes conservent leur prénom et elles perdent leur nom de famille. Parfois, mais pas tout le temps. D'accord? Ça doit dépendre de l'énumérateur, de la situation de la dite femme, veuve ou non. Je ne sais pas c'est quoi qui règle ça, mais des fois, la femme garde son nom de fille. Après ça, on a le lieu de résidence en numéro 4, si on écrit Loretteville, bien sûr. Après ça, on a, est-ce que la personne est propriétaire ou locataire
de l'endroit où elle habite. Donc, P pour propriétaire, L pour locataire. Ici, en l'occurrence, on a un propriétaire, puis on demande à la personne d'estimer la valeur de la demeure où elle habite. Alors, on a une estimation aussi de 5 000 pour la demeure en 1931. Les logements, ben, vous allez en voir tantôt, là, mais c'est un paiement mensuel, c'est genre 6 quelque chose comme ça par mois. D'accord? C'est une pas pire, là, mais regardez son nom, elle s'appelle Ross. Alors, c'est la famille d'Henri Ross, le gantier, là. Alors, oui, alors on continue. Après ça, on a quelques informations supplémentaires sur la maison. Par exemple, on demande comment elle est construite, quel est le matériau de construction de la maison. Mais ici, ce qui est intéressant, là, la case 9 particulièrement, c'est le nombre de chambres qui est utilisé par la famille dans la bâtisse. Des pièces, probablement, là, un nombre de pièces. Alors ici, c'est 9. Vous voyez ici, là, aujourd'hui, avec l'inflation, on diminue de moitié, on a des ennemis. Hein? C'est une blague. Et la case numéro 10, elle est super intéressante et elle est nouvelle dans le recensement de 1931. La case numéro 10, est-ce que cette famille possède une radio? Ils veulent savoir si le monde est à la dernière mode et le mode, les gens reçoivent ou non de l'information. Alors ici, non. Description de la personne est le chef de la famille. Donc, la première personne dans une unité familiale est toujours chef. Généralement, c'est le père ou le mari là, dans la famille. C'est presque toujours un homme. Alors ici, on a sexe F féminin, donc case 12, donc c'est une femme. Elle a Ross, son prénom, je ne suis pas certain. Quel est le statut matrimonial de cette personne-là? M, C ou V. Marié, célibataire ou veuf? Célibataire. Et l'âge de la personne au dernier anniversaire, 51 ans. D'accord? Alors ça, c'est le début des cases. On va continuer, j'ai une suite. Alors, suite, je suis rendu à la case 15. Pays au lieu de naissance, c'est la catégorie. Pays au lieu de naissance de cette personne et de ses pères et mères. Si elle est née au Canada, dire la province. Et si elle est née à l'étranger, dire le pays. Donc, la personne est née au Canada, puis au Québec. On a ajouté, là, comme par-dessus, QUE pour dire Québec. Son père est né au Canada, sa mère est née en Angleterre. D'accord? Après ça, année de l'immigration au Canada ne s'applique pas. Année de la naturalisation de la personne ne s'applique pas parce qu'elle est née au Canada, au Québec. Donc, quand on a quelqu'un qui a immigré, par exemple, tout à l'heure, j'ai choisi un exemple que vous connaissez toutes et tous. Je l'ai choisi parce que c'est dans mes personnages fétiches. Devinez qui? Bertha Baller, merci Denis. Vous allez voir qu'il y a des affaires qui s'ajoutent ici dans la case. Là. Ceux et celles qui ne la connaissent pas, je vous en parlerai davantage tout à l'heure pour la mettre en contexte. Oui, Michel, sur quoi? C'est peut-être ici, ouais, CB, il y a des chances que ce soit Colombie-Britannique. C'est vrai, je ne l'avais pas vu de même, là, mais c'est vrai, là, ici, des possibilités. Alors que la mer, ici, c'est Angleterre. Donc, 18-19, ça va? On continue? Deuxième suite. Nationalité, pays auquel la personne doit allégeance. Le Canada. L'origine raciale. Si on ne verrait plus ça, cette case-là aujourd'hui. Case 21, origine raciale anglaise. Hein? Bon. Mon père m'a dit que mon grand-père disait, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça s'est rendu jusqu'à ma génération. Mon père disait que mon grand-père disait, je cite, j'ouvre les guillemets, nous autres, on est des Canadiens, virgule, les autres, c'est des Anglais. Fin de la citation. Alors, c'est ça. Fait que, origine raciale anglaise. OK? Je pense que mon grand-père utilisait cette formulation dans l'ancien sens de Canadien. Dans le sens de Canadien né au Canada, dans la section Nouvelle-France, en Amérique du Nord. Vous comprenez l'idée? C'est ça. Bon.
J'ai jamais parlé en même temps, je n'ai pas pu vérifier s'il disait ça pour vrai, là. On se comprend bien. Alors, langue autre que l'anglais ou le français parlée comme langue maternelle. Non. 25. Religion, dénomination ou secte à laquelle cette personne appartient ou est adhérente. Anglaise. Bon, ça, la religion anglicane, ouais. La religion anglicane, OK? Bon, l'éros, donc, on apprend sur la religion anglicane. Puis, quand on fait des liens, puis qu'on connaît la famille Ross, on sait qu'ils ont contribué financièrement à faire bâtir l'école et l'église anglicane, la chapelle anglicane qui se trouve tout près du Colisée de Loretteville d'aujourd'hui. Donc, il ne reste que l'église anglicane. L'école a été démolie pour construire des maisons ou des blocs qui ne se sont jamais construits, mais la chapelle est toujours là. Il y a l'année 1919 dessus, et quand on cherche, on apprend que Henri Ross, qui est probablement le père de la dite dame en question, avait financé en partie la construction de cet édifice-là, qui était de confession anglicane, qui est aujourd'hui de confession orthodoxe roumaine. D'accord? Donc, ça change, ça. On continue? Troisième suite. Alors, c'est lire et c'est écrire. Ici, quand on écrit E, ça veut dire que la personne sait écrire. A priori, si elle sait écrire, c'est parce qu'elle sait lire. Ils n'écrivent pas de sait lire. Ils écrivent juste E quand la personne sait écrire ou non. Des fois, ils écrivent non. Ça veut dire qu'elle ne sait pas lire et écrire. Moi, à l'école depuis le 1er septembre 1930. Combien de mois es-tu allé à l'école depuis? Bien là, ça s'applique aux enfants, pas à une adulte. Occupation, métier, profession ou genre particulier de travail comme tisserand, charpentier, scieur, marchand, cultivateur, vendeur, instituteur, etc. Donnez une information aussi définie et précise que possible. Manufacturier. Correct? Après ça, dans l'industrie. Industrie ou commerce dans lequel est occupée la personne comme tissage de coton, fonderie de cuivre, épicerie, produits laitiers, mine de charbon, ferme, école publique, collège commercial. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes types d'industrie aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui récemment sont allés dans une mine de charbon. Non, c'est ça. Moi, non, en tout cas. Alors, ici, c'est écrit leather goods. Alors, en dessous, c'est comme biffé mocassin, mais bon, on sait c'est quoi. Les Ross fabriquaient des mocassins, entre autres, dans la petite industrie près du pont qui traverse pour aller à Wendake. À gauche, dans l'édifice blanc, avec une arche blanche entre les deux, qui relie faussement ces deux édifices-là qui étaient à gauche, la maison, et à droite, la manufacture. Bon. Classe du travailleur. Là, j'avoue que je ne sais plus trop c'est quoi. P pour propriétaire, probablement. Gain total des derniers 12 mois. Donc là, on ne l'indique pas depuis le 1er juin 1930. Des fois, on l'indique, c'est le fun à savoir. Et si un employé travaillez-vous lundi le 1er juin 1931? On pose précisément cette question-là. Si vous étiez un employé, est-ce que vous avez travaillé le lundi 1er juin 1931? Pourquoi? Parce qu'on veut rentrer dans la catégorie chômage. Mets-toi dans le contexte, là, Société d'histoire. On est en 1931. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ans auparavant? Le crash boursier, bien sûr. Alors, l'économie s'est effondrée à la suite des années folles, de la Première Guerre mondiale, de la montée des fascismes, etc. L'économie s'est effondrée à cause d'une inflation galopante, hein? Extrême, même, j'oserais dire. Et il y a beaucoup de monde au chômage. Donc, c'est là qu'on a inventé là, toutes sortes de tâches dans la vie pour faire travailler du monde, pour qu'il y ait un salaire qui dépense en taxes et en impôts. Hein? C'est là qu'on a construit la terrasse de Lévis à Lévis. Connaissez-vous la terrasse de Lévis à Lévis? Donc, la terrasse de Lévis à Lévis, c'est le plus beau point de vue pour voir Québec. Ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à rien, mais ça ne sert à rien de construire ça, la terrasse de Lévis. Quelle utilité est-ce que ça a dans la vie? Est-ce que ça nourrit les gens? Oui, ça nourrit les gens, parce que les gens qui ont travaillé à faire ça, sont allés s'acheter des souliers, sont allés au restaurant, etc., etc. Ils ont dépensé une partie de leur
de leur revenu est reparti en taxes et en impôts dans les coffres du gouvernement. C'est là qu'est né aussi les 20 cents de Valcartier. Vous avez déjà entendu ça, les 20 cents de Valcartier? Oui, c'était des gens qui allaient à Valcartier qui travaillaient à 20 cents par jour. À pelleter un tas de terre d'un coin de rue à l'autre, mettons. C'est des affaires pas utiles, mais qui te valorisent parce que tu as un salaire, tu dépenses au cinéma, tu achètes des souliers, puis c'est ça. C'est le soldat Lebrun, je pense, qui sentait ça. Hein? C'est une chanson. Le soldat Lebrun, êtes-vous au courant? Êtes-vous à jour dans votre soldat Lebrun? Alors, le soldat Lebrun chantait une chanson sur les 20 cents de Valcartier. Sortez vos vinyles. Moi, j'ai la compilation là, dans un coffre dans la cave chez nous, du soldat Lebrun. Et il y a les 20 cents de Valcartier sur cette chanson, sur ce disque-là. S'il te plaît, ça, c'était l'histoire-là. Hein? Hein? Mets-toi à jour. Alors, alors ça, c'est le contexte, vous l'avez compris? Ça ira pas bien pendant toute la décennie des années 30. Hein? On ne se le cachera pas. Ça va prendre le New Deal aux États-Unis avec Franklin Delano Roosevelt. Comme diraient certains, à tort peut-être, ça va prendre une bonne guerre, je mets des gros guillemets, pour régler le problème économique qui va arriver en 1939, vous le savez comme moi. Bon, donc la catégorie chômage. Donc, si la réponse à la question qui précède est non, est-ce que vous avez travaillé le lundi 1er juin 1931? On s'en souvient? Si la réponse est non, raison pour laquelle vous n'étiez pas au travail le 1er juin 1931, par exemple, sans travail, maladie, accident en congé ou vacances, grève ou grève, c'est lundi. C'est lundi, le 6. Alors, grève ou lockout, manque de matières premières, etc. OK? Alors, nombre de semaines pendant lesquelles vous n'avez pas travaillé pour toute raison, catégorie 34. Alors, ici, sur le nombre de semaines, là, 35. Combien de semaines en manque de travail? Combien de semaines en maladie? Combien de semaines en accident? Combien de semaines à la grève ou en lockout? Combien de semaines à un arrêt temporaire de travail ou ici à toute autre cause? Oui. Ben, c'est pas parce qu'elles étaient interdites qu'il n'y en avait pas. La grève de lundi est légale. Elle n'est pas interdite. Alors, voici pour les catégories. Fait qu'on part du nom de l'habitation, le nom décrit l'âge, etc. Il y a certains recensements du Canada, pas celui-là, qui vont mentionner la date de naissance exacte de chaque personne. Ce qui est très intéressant pour nous, les chercheurs. Il y a un recensement qui met l'année de naissance, le mois, mais pas la date, jour, jour. Puis, ben, ça varie à travers le temps. Alors, moi, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur la catégorie chômage en 31. Là. Ils auraient dû garder de l'espace pour les dates de naissance et tout ça. Parfois, ça permet de démêler certaines recherches. Alors, voici la page d'accueil du gouvernement du Canada du recensement de 1931. Contrairement au recensement antérieur à 1931, celui-ci, pour le moment, n'est pas accessible pour des recherches de données nominatives. Alors, je ne peux pas chercher, pour le moment, Bertha Baller. Hein? Bon, je ne peux pas la chercher en tapant son nom dans une case, puis en la retrouvant, d'accord? En passant par cette page-là. Je peux la chercher autrement. Je vais vous montrer comment faire. Puis sinon, on peut aussi être abonné, par exemple, à Ancestry. Ça coûte de l'argent, mais ça permet d'avoir une recherche pas parfaite, mais quand même nominative pour trouver une personne, par exemple, Bertha Baller. Mais sans être abonné à Ancestry, eh bien, on ne peut pas chercher par nom de personne précis. D'accord? Il faut y aller au hasard un peu, là, en tournant et en faisant avancer la bobine de microfilm. On va dire ça de même. Hein? Mais à l'écran. Alors, voici la page d'accueil du recensement du Canada. Je vais vous montrer comment il faut procéder par la suite. Alors, ici, c'est écrit « Parcourez le recensement de 1931 ». Pour le moment, vous pouvez explorer le recensement par sous-district en collaboration avec ses partenaires Ancestry et Family Search International. Bibliothèque et Archives Canada travaille actuellement à l'indexation et à la vérification de tous les champs de ce recensement, y compris ceux du prénom et du nom. Donc, ça va venir, mais on n'est pas prêt encore. Une fois ce travail terminé, il sera possible de faire une recherche par tous les champs grâce à l'outil Recherche dans le recensement.
Pour suivre la progression de cette initiative, consultez la page préparation du recensement 1931. D'accord? Alors, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, c'est quoi l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles en 1931? Là? Si on prend la copie de la carte de l'arrondissement d'aujourd'hui, qu'on le colle sur la réalité de 1931. Ça inclut le secteur de ce qui est aujourd'hui Val-Bélair, d'accord? Ça inclut le secteur de Neuchâtel, qui se trouve là à l'ouest, donc en très faible partie Neuchâtel-Est, mais Neuchâtel-Ouest. Ça inclut Saint-Émile, ça inclut Loretteville, ça inclut Château-d'Eau dans le recensement de 1931. D'accord? C'est le territoire qui est couvert par ce territoire, par l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles dans ça. Et comment qu'on fait pour avoir accès à ces secteurs-là? Eh bien, on doit, là, j'ai entouré en rouge, comme vous voyez, aller dans l'espèce de case de recherche province, district, sous-district. Alors, on doit chercher dans la province de Québec, vous comprenez? Dans le district, on l'appelle Québec-Montmorency. Ça, Québec-Montmorency, là, anciennement, c'était ce qu'on appelait le comté de Québec. Vous avez déjà peut-être entendu cette expression-là, le comté de Québec. Donc, le comté de Québec, ce n'était pas la ville de Québec, ville, centre-ville du vieux Québec. C'était tout ce qui était autour et qui a déjà existé sous une institution qui s'appelait Comté de Québec. D'accord? C'était comme une municipalité régionale de comté, un peu, là, qui avait des réunions qui traitaient certaines choses à certains moments dans l'histoire. Là. Le notaire Lheureux, d'ailleurs, là, a déjà été greffier des assemblées du comté de Québec, entre autres. Le notaire Lheureux de Loretteville, là, qui est sa bâtisse de notaire est aujourd'hui occupée par le notaire Paquette, qui lui a succédé dans la bâtisse. Voilà. Je ne me trompe pas en disant ça. Hein? Ouais, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut choisir le district Québec-Montmorency. C'est ce qu'on va faire. Et là, il y a plusieurs sous-districts. Bon, j'en ai choisi quelques-uns au hasard là, pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se trouve comme information dans ça. Par exemple, ici, j'ai choisi le sous-district qui s'appelle Château-d'Eau. Château-d'Eau était une municipalité dans le comté de Québec depuis 1926. Donc, ça faisait 5 ans qu'elle existait. Et donc, on a recensé le territoire de Château-d'Eau spécifiquement. Ça a donné 4 pages. Ça fait 4 pages de nom. Ce n'était pas beaucoup, là, mais quand même. 4 pages. Donc, c'était le district 61, le sous-district 23. Comme vous voyez, là, c'est écrit là, sur la petite fenêtre d'accueil. D'accord? Alors, si on y va. Alors, j'ai choisi quelques exemples de familles qui vivaient dans Château-d'Eau en 1931. Par exemple, on a ici, c'est la famille 17 dans l'habitation 17, là, en haut à gauche, on s'en souvient. Le chef, je n'ai pas fait tout au complet, OK? Parce qu'à un moment donné, c'était au chômage, puis tout, ça finit plus. Alors, le chef, là, ici, c'est Willie Légaré, hein, de Château-d'Eau. Était propriétaire d'une maison d'une valeur de 2900 $. D'accord? Alors, ici, BO, ça veut dire qu'elle était en bois. Il avait 10 pièces, 10 chambres, comme on dit à l'époque. Et est-ce qu'il possédait une radio? Oui. Bien. Il était le chef, il était mâle, marié, il avait 32 ans. Son épouse, Antoinette Légaré, Reed, bonne réponse. Voyez là, on est coincé. On ne sait pas le nom de fille de sa femme. Batèche, on est pris, ça n'a pas de sens. Ah, mais quand on est perspicace et qu'on croise des sources, on sait qu'elle va s'appeler Reed, puisqu'elle était la fille du premier maire de Château-d'Eau qui s'appelait Joachim Reed. Et que reste-t-il aujourd'hui? Le pont Reed. Merci Michel Turcotte. Alors, il reste le pont Reed qui traverse la rivière Saint-Charles à la hauteur de, j'ai failli dire la rue des Érables, La Faune, merci. Donc, Antoinette Reed et leurs enfants, comme vous voyez,
Henri, hein, qui est décédé il y a quelques années, 5-6 ans à peu près, mettons, on va dire ça de même. Donc, il habite à Château-d'Eau, puis là, ben, il n'est pas propriétaire, puis tout, là, mais c'est le fils. Il est masculin, il est célibataire, il a 5 ans. Denise, fille, fille. Donc, ici, on indique le lien entre le chef et les autres personnes. Chef, épouse, fils, fille. Féminin, célibataire. Je ne sais pas trop. 4 ans, peut-être. C'est un 4, je pense. Ouais, je pense que c'est un 4. Thérèse, fille de Wally, célibataire 2 ans. Et on a Louise Légaré. Louise Légaré, qui avait 9 mois sur 12. Donc, elle avait 9 mois d'existence. Donc, on sait à ce moment-là que c'est un bébé. On l'indique toujours comme ça, le nombre de mois sur le nombre sur 12, toujours. Donc, voilà. Et attention, ils avaient une domestique, Adrienne Bédard, qui habite à Château-d'Eau, qui est domestique, donc c'est le lien avec le chef. C'est une femme célibataire de 25 ans qui vit avec eux. En tout cas, c'est ça. Il y avait une domestique. Il y en a de même. Plus qu'on pense des domestiques, des servants, des travailleurs de ferme, donc des gens qui habitent là, avec des unités familiales en cours de route. Donc, ça, c'était la première famille que je voulais te montrer dans Château-d'Eau. Oui, Michel, tu... Non, je ne suis pas allé jusqu'au bout. On indiquait le salaire. Oui, il était logé nourri, oui, c'est ça, là, bien sûr. Oui, c'est Antoinette Reed qui a parti effectivement Canot-Légaré. Donc, et ben voilà, c'est ça. Ouais. Oui, Guy? Possible. Reed, tu vas dire son nom. Anna Reed. Mais on ne sait pas son nom de fille. Ouais, c'est ça. Mais tu parleras à ton ami Jean Légaré. Tu lui demanderas s'il a des souvenirs de la domestique Adrienne Bédard. C'est ça. Donc, Henri est le père de Jean Légaré, l'actuel propriétaire de Canot Légaré. Il n'est plus propriétaire. C'est la génération suivante qui l'est maintenant. Benjamin Légaré. Voilà, le fils de Jean. Appelez-le, dans le doute, appelez-le Canot. Ça va bien aller. 5, je pense, la 5e, là. Ouais. Ouais, il y a la gang d'avant, je pense. Ouais, en tout cas. On ne voit pas très bien ici. Cependant, là, j'ai choisi dans Château-d'Eau, je vais vous l'expliquer parce que vous ne le voyez pas bien, mais c'est la famille de Alphonse Jean. Vous voyez ici, là, Alphonse Jean, dans Château-d'Eau, propriétaire, 4 320 $, la valeur de la maison. Donc, c'était en bois, il y a 8 chambres. Je pense que c'est un oui, il y avait une radio. Il était le chef, il était marié masculin. Il avait 39 ans, il venait du Québec, Et son métier, ça, je l'ai découvert, je l'ai mis. Regardez ici. Chef de gare. Le chef de gare, Alphonse Jean, qui avait une maison sur la rue Georges Cloutier aujourd'hui. En montant à droite, après le chemin de fer, une maison reculée du chemin, à droite, là, une maison mansardée, puis tout ça, c'est lui qui travaillait à la gare. Et là, je vous invite à constater le nom de sa... Ouais, sa femme s'appelait Régina, mais ouais, il y a plusieurs enfants, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Donc, qui ont, regardez les âges, 17, 15, 13, 11, on devient 9, 7, 5, 3, 1 an. Hein? Ils respectent la moyenne d'une naissance à tous les 24 mois. Alors, voilà. Alors, on a aussi quelques métiers indiqués pour l'épouse. Ici, l'épouse, vous ne le voyez pas bien, là, mais son métier, c'est maîtresse du logis. Je pense que c'est le métier le plus populaire dans le recensement de 1931, maîtresse du logis. Sinon, on a une ménagère, on
On a un étudiant, puis quand il était plus jeune, là, on indiquait écolier, écolière. D'accord? Alors donc, Alphonse Jean, je l'ai choisi parce qu'on sait c'est où. Alors, son métier était particulier, c'était chef de gare. Voilà. Alors là, je passe au territoire de Saint-Émile. Alors, parcourons le territoire de Saint-Émile. 1931, on avait un peu plus de monde à Saint-Émile, là. 15 pages. Donc, on en avait 4 à Château-d'Eau, 15 à Saint-Émile. C'est pas le même territoire. Saint-Émile, c'était déjà, ça existait, en fait, avant que ça devienne une ville, là, le territoire de Saint-Émile. C'est un territoire, là, entre Charlebourg et Loretteville, si on veut. Donc, il y avait des familles qui vivaient là. Oui, exactement. Ben, c'est une excellente remarque de Michel Turcotte. Ici, il dit les gens de Château-d'Eau, là, il n'y avait pas des habitants. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants permanents à Château-d'Eau parce qu'il y avait beaucoup encore de villégiateurs. Donc, des gens qui venaient passer l'été ici, mais qui avaient leur résidence principale en ville à Québec. Pour ça, probablement qu'on n'a pas beaucoup de monde. On a 4 pages énumérées dans Château-d'Eau, alors que ce n'est pas le cas du tout dans Saint-Émile, où on a vraiment des gens installés là qui vivent là à l'année. Donc, la question de la villégiature vient sans doute modifier le nombre d'informations ou de personnes énumérées dans le recensement. Oui, Denis Paul. Ben, je ne sais pas pourquoi je me suis posé la question. Effectivement, Denis nous signale que c'était indiqué en jaune, le Saint-Émile de Québec Parish, paroisse, c'est écrit en anglais d'une part. Oui, ça faisait pas longtemps, c'était en 1925 que Saint-Émile avait existé. Alors, puis tu sais, c'était un secteur dans la paroisse de la municipalité Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Hein? Quand on a aboli le système seigneurial le 21 décembre 1854, le 1er janvier 1855, on a formé les villes. On a pris le territoire de la paroisse religieuse, puis on a dit ça va être une ville. D'accord? Avec un maire, des conseillers. Alors, donc, de cette ville-là, il y avait le centre-ville, où on se trouve aujourd'hui, mais il y avait aussi les territoires autour, en périphérie, qui étaient dans la paroisse. Puis, bien, Saint-Émile était dans la paroisse, même si Saint-Émile avait son petit centre-ville, qui va se développer davantage quand on va bâtir l'église et tout ça. Eh bien, c'est sans doute une des raisons pour laquelle on a indiqué paroisse. Parce que c'est encore dans la paroisse du village, là. Voilà. Mais c'est une municipalité de paroisse, là, c'est ça. Enfin. Saint-Émile, c'est pas. On va démêler ça pendant l'année. Francine Trudel. C'est une excellente remarque de Francine Trudel qui nous mentionne qu'il n'y a pas de nom de rue ou de numéro d'adresse de rue. C'est vrai, parce que, en fait, les numéros de rue et les noms de rue vont être officialisés en 1935, du moins pour la ville de Loretteville. C'est en 1935 qu'on va utiliser un nom et un numéro de rue précis. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, une toponymie populaire utilisée là, en parole avec des numéros de porte. Là. Il va y avoir probablement des numéros de porte là, relativement tôt. Mais officiellement, là, dans Loretteville, c'est 35. On va donner des noms de rue officiels. Oui. Donc, Michel Turcotte nous mentionne qu'il y a des numéros de porte et des adresses précises, des numéros dans le recensement 31 à Thetford Mines. Et c'est vrai qu'il y en a aussi pour des recensements antérieurs. Par exemple, moi, j'ai cherché des membres de ma famille là, dans les années 20, dans le recensement de 21 ou de 1911, même, si je me souviens bien, qui avait des adresses précises. 417 rue Bercy à Montréal, je ne sais plus trop là, qui habitait là, mon arrière-grand-père, quelque chose comme ça. Il y avait des adresses à ce moment-là. Ici, ben là, c'est envoie une lettre à Antoine Savard, Jeune Lorette. Ça va se rendre. Tu sais. Fait que tu vas au bureau de poste, tu vas ramasser ta malle. Antoine Savard, Jeune Lorette, tu ramasses ton courrier.
Fils d'Antoine, ouais, c'est ça. Ben, même plus récemment que ça, j'ai ramassé des lettres que mon père, qui était en Allemagne en 1961, qui a envoyé à mon grand-père, le même qui a dit la phrase de tantôt, là, qui travaillait à Saint-Charles-sur-Richelieu. Il a envoyé ça à Noël Lucier, Saint-Charles-sur-Richelieu, bord de l'eau. C'est ça l'adresse. Bord de l'eau. C'est ça. Je ne sais pas. Bord de l'eau. Alors, je vous ai choisi quelques éléments intéressants dans le recensement à Saint-Émile. D'abord, les numérateurs. Donc, la personne qui passe par les portes et qui note les informations, il s'appelait Eugène Cloutier. Ça vous dit quelque chose? Les Cloutiers à Saint-Émile d'abord, là, mais Eugène Cloutier, c'était la manufacture. Là. Il y a une manufacture qui porte ce nom-là encore aujourd'hui, je pense bien. Eugène Cloutier. C'est pour ça que je voulais sortir pour vous le faire remarquer. Donc, c'était souvent quelqu'un, qui savait écrire, a priori, vous le comprenez bien, qui était le numérateur, mais aussi quelqu'un qui était relativement connu dans la municipalité. Voilà, je ne me souviens pas si je l'ai découpé pour vous le mettre, mais Eugène Cloutier va s'auto-énumérer. Parce qu'il vit à Saint-Émile, puis il s'énumère lui-même, je veux dire. Hein? Les chances qu'il se trompe là sont minces, mais peut-être qu'il a consulté sa femme pour être certain de ne pas se tromper, je ne sais pas. Ben, vous voyez ici, on a probablement un de ses cousins, je ne sais pas qui, Léon Cloutier, qui était à Saint-Émile. Donc, vous voyez Saint-Émile, Léon Cloutier, je t'en parle dans un instant, là. Oui, une belle écriture, c'est vrai. Des fois, c'est difficile, là. Oui. Donc, Saint-Émile, propriétaire 1200 piastres, en bois, 4 chambres, n'a pas de radio, c'est le chef. Il est mâle, puis il est veuf, il a 52 ans. Il vit avec sa fille de 20 ans, émérantienne. Romuald, son fils de 18 ans. Jeannette, 12 ans, sa fille. Raymond, 10 ans. Et Pauline, 7 ans. Là, je vais te faire une affaire. Toi, là, tu connais bien le secteur. Tu pars d'ici, tu t'en vas, tu pognes la rue Racine. Tu arrives au V. Racine, tu descends pour aller chez M. Savard. Puis Verrette, tu continues pour aller chez nous. OK? Parce que M. Savard, c'est mon voisin. Alors, mais en face de chez nous, il y a la rue Arthur Dion. Tu as déjà entendu ça, la rue Arthur Dion? Bon, ça, c'était la terre d'Arthur Dion. Arthur Dion a eu des enfants, dont un fils qui s'appelait Raymond Dion. Pas le Raymond Dion qui a été conseiller municipal. Pas lui, un autre. Un autre Raymond Dion. Raymond Dion, fils d'Arthur. Fils de Raymond Dion était le frère de Luc Dion. Vous avez peut-être connu son petit magasin, son épicerie, là. Luc Dion. Ça vous dit rien, personne que Mme Cloutier. J'ai failli vous appeler Mme Bouchard. Non, j'ai fait une blague. Alors, oui, eux autres, ils restent. Ben lui, Raymond Dion, là, le frère de Luc, il s'est marié avec Pauline Cloutier. Pauline Cloutier est décédée il y a quelques années à peine, je pense, 3 ans. Elle était une des fondatrices du Cercle des fermières de Loretteville. Sa fille, Louise Dion, eh bien, elle avait encore la maison en face de chez nous il y a quelques années. C'est la dernière Dion de tout le secteur qui a vendu sa maison l'année dernière, la rue Arthur Dion. Arthur Dion avait construit des maisons dans la rue Arthur Dion, qui s'appelait autrefois Saint-Luc, des maisons pour tous ses enfants dans la rue. Silvio, Raymond, Luc, blablabla. Puis ben, elle, Pauline Cloutier, de Saint-Émile, s'était mariée avec Raymond Dion. Puis il y avait eu, comme enfant Louise, qui était ma voisine d'en face. C'est juste ça que je voulais te dire. Mais tu sais, quand on fait de la recherche dans un recensement, ben, c'est le genre d'information qu'on peut trouver, qu'on peut utiliser, qu'on peut croiser avec d'autres données afin de trouver des réponses à des questions ou ouvrir d'autres champs de recherche qui sont interminables, tous interminables, bien sûr. Bien, on continue. De mémoire, juste avant d'aller plus loin, Léon Cloutier, je pense qu'il y a un lien aussi avec Réal Cloutier, surnommé Bodé Cloutier, numéro 9 des Nordiques de Québec. Il y a une question, Hugo? Alors, Hugo nous indique que les prix des maisons
Des propriétés, on devrait faire fois 20 aujourd'hui pour avoir une idée. Ouais. Ouais, ça fait pas tant que ça, là, 1200 fois 20. Ouais, c'est ça. OK. Oui. De Francine Trudel. Pour signaler qu'Hugo avait une question. Hugo l'a posé sa question. C'est bon, merci. Là, ici, par exemple, j'ai trouvé le curé à Saint-Émile. Le curé, il est énuméré lui aussi, il vit là. Tabarouette. Alors, le curé Bédard. Alors, ici, là, Émile Bédard, prêtre, Saint-Émile. Elle, locataire. Il est locataire dans le presbytère. Il ne vit pas là, ce n'est pas sa maison à lui, hein, on sait bien. Il y a 9 chambres. Il y a la radio. C'est le chef. Il est masculin, il est célibataire. Il y a. Qu'est-ce que tu es en train de penser, là? S'il te plaît, hein? On se concentre. Il y a 43 ans, il est à Québec, son père aussi est à Québec, blablabla. Puis là, regarde, là, il vit avec son père, Cléophas Bédard, qui est son père, puis sa mère, Antonia Bédard. Puis eux autres, Antonia Bédard, là, on va la retrouver plus loin. Ça, c'est la deuxième rangée. Elle est ménagère au presbytère. Donc, sa mère, au curé, elle a 77 ans, puis elle lave le lit de son petit gars dans le presbytère. Ben oui, c'est ça, c'est elle qui fait ça. D'accord? Puis, oui, c'est écrit ici, là, curé. Son père, aucune. 81, je pense, je ne suis pas sûr. Puis elle est ménagère, puis l'industrie dans laquelle elle est ménagère, presbytère. Correct? C'est bon. Oui. On me demande ici s'il indique l'employeur, si c'est Dieu. Enfin, je ne crois pas, je ne sais pas. Alors, voilà pour le curé Bédard. Hein? Donc, je trouvais ça quand même rigolo de vous dire ça. Là, j'ai oublié une diapositive, je le sais, puis je vais vous le dire. Je voulais écrire en se promenant dans Saint-Claude, qui n'est pas Saint-Claude précisément, qui est la paroisse, le beigne autour du centre-ville de Loretteville. D'accord? La municipalité de paroisse qui s'appelait Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, qui est devenue Neuchâtel. D'accord? Plus tard dans le temps. Et qui s'est fusionné à Québec. Puis, vous connaissez l'histoire. Donc, quand on croise des informations, on arrive à des solutions, à des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre de temps en temps. Puis, on arrive à des affaires de même. Vous vous souvenez, hein, le mois dernier, quand j'ai parlé de Saint-Claude, j'ai montré cette photo-là, d'ailleurs, qui est dans notre livre, hein, qui est notre livre qu'on a publié en 2019, à la page 161, je pense. Et ça, c'était dans mon cours d'hier, en tout cas, je ne sais plus. Cette photo, cette maison est la maison, en fait, de la forge que l'on retrouve au bout complètement du rang Saint-Claude, à droite en s'en allant vers l'ouest, là où se trouve un petit garage juste avant d'arriver à l'autoroute Henri IV. Donc, c'était une forge. On en a parlé la dernière fois, on connaît les personnes sur la photo. Puis là, j'ai le recensement de 1931. J'aurais pu le faire avec celui de 1911, 1921. Mais avec 1931, on a Elzéar Bédard ici. Il est là. Alors là, tu mets un nom sur un visage, ça va une donnée nominative comme ça. Il est propriétaire, ça vaut 1000 piastres. Il y a une radio, il y a 10 chambres, il est chef. Il a 58 ans, je pense. Là, je n'ai pas mis le reste, là, mais dans le reste de l'information, son métier, c'est écrit forgeron, puis l'industrie, c'est dans une forge générale. Bon, ça, une forge générale, ça doit être une forge dans laquelle on peut faire forger n'importe quoi. C'est ça que je comprends, là, un peu. Des fers à cheval, des clous, n'importe quoi. Oui.
Maréchal Ferrand, par exemple, oui, effectivement. Ou forgeron d'autres choses, là. Je ne sais pas quoi, de poteaux de galerie, mettons. Là, il fait juste des poteaux de galerie, je ne sais pas. Attention, alors, il est avec les membres de sa famille, puis un de ses fils ici s'appelle Paul. Lui, c'est son fils. Puis, juste pour te dire, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas découpé, là, mais son métier à lui, c'est mécanicien. Qu'est-ce qui va arriver après la forge? Un garage mécanique. Alors, déjà en 1931, il y avait une fonction de mécanique qui était associée à la forge. D'ailleurs, sur une des photos que j'ai montrées le mois dernier, de cette maison-là en 1947, il y avait des pompes à essence en 1947 devant la forge. Alors, donc, tu sais, il y a un lien dans tout ça. Alors, donc, c'est lui, Elzéar Bédard. Puis Paul, je pense que c'est lui, le mécanicien, forgeron. Donc, cette photo-là a été prise vers 1910, là, on s'entend, là, que c'est antérieur au recensement de 31. Monsieur Verrette. Oui. A été fait chez eux. Ben oui, Raymond Bourré, c'est eux autres, là. Raymond Bourré, sa fille, Huguette, c'est une source d'information exceptionnelle pour ce secteur-là. Puis, ben, elle n'avait jamais vu la photo qui a été donnée par la femme à Guy Durand, qui était ses grands-parents, alors que Huguette, c'est ses arrière-grands-parents. En tout cas, une affaire de fou de même. Puis Huguette, elle s'est mise à nous jaser de ça. Puis on a fait des liens avec tout ce monde-là. Puis ben, en tout cas, là, c'est pour ça que je l'ai présenté ce soir, là, particulièrement parce que je trouvais ça le fun de faire le pont avec la conférence du mois dernier. Et Raymond Bourré, il est allé à la guerre. Il n'a pas combattu, mais il est allé à la guerre. Quand il est revenu, il a construit une maison derrière celle-là. Puis, celle-là a été démolie, la forge a été démolie. Ils ont fait le garage devant. Puis la maison, ils l'ont déménagée en face. Ils l'ont levé, ils l'ont tourné, ils l'ont traversé la rue, ils l'ont mis en face. C'est encore là aujourd'hui la maison de 1947. 46-47, dans laquelle Huguette est née, sans dévoiler son âge, dans ces années-là. D'accord? Alors, Elzéar Bédard, tout ce monde-là, en tout cas dans Saint-Claude, sont tous parents les uns avec les autres. C'est incroyable de voir ça. Puis je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, mais l'énumérateur, c'est quelqu'un qui s'appelle Alexandre Savard. Alexandre Savard est le fils de Wilfrid Savard et Alexandre Savard est le père de Georges Savard. Georges Savard était là le mois dernier. Donc, il habitait en face, en biais, dans une maison mansardée jaune aujourd'hui. Alexandre Savard, il va déménager. Alexandre va s'ouvrir un commerce sur la rue Racine, à peu près en face de la boulangerie, au coin de la rue Caron, où Alexandre Savard a une boutique de magasin, je ne sais pas quoi. Alors, c'est lui qui était énumérateur. J'ai envoyé la photo de la capture d'écran d'énumérateur Alexandre Savard à Georges Savard aujourd'hui. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être présent. Je lui ai motivé son absence. Puis, il m'a dit, c'est bien mon père, je reconnais son écriture. Alors, wow! Tu sais, alors, c'est exceptionnel encore une fois. Donc, on continue. Je n'ai pas parcouru longtemps la paroisse, mais en tout cas, c'est correct. Parcourons Loretteville. Alors, on a ici l'énumérateur que vous voyez, qui est Garneau. Le prénom, on ne le voit pas bien. C'est Delphis Garneau, qui était énumérateur, donc qui est le grand-oncle à Denis. On peut dire ça? Il est comme Edmond, gars. Ouais, il était frère. Ouais, Edmond Delphis Garneau. Donc, Delphis Garneau, d'ailleurs, qui avait l'ancien Sushi Niki, hein? Ouais, qui est rendu à un nouveau magasin qui s'appelle Super Super. Alors, c'était là, son magasin et son épicerie Delphis Garneau. Donc, Delphis Garneau, l'énumérateur. Alors, on va énumérer qui? On énumère Bertha Baller. Je vous en parle un peu, ceux qui ne la connaissent pas. Bertha Baller est un personnage mythique à Loretteville. Elle avait une maison et un commerce qui se trouvait au coin Valcartier et Racine, côté nord-est. Là, on est en train de creuser à pelle mécanique pour construire quelque chose.
un édifice à 4 étages, semble-t-il. Et elle avait donc sa boutique-là, boutique qu'elle a héritée de ses parents, de son père d'abord, qui était décédé déjà en 1931 de mémoire. Il est décédé en 1927 et la cause du décès est indiquée dans le registre juif. C'est écrit angine de poitrine comme cause de décès. Alors, Bertha Baller a été, je vais dire, connue, je ne sais pas si connu est le bon mot, en tout cas, elle a été vue par des gens de Loretteville, peut-être certains d'entre vous, quand vous étiez très jeunes, vous passiez devant chez elle, vous l'avez déjà aperçue. On va dire ça comme ça. Elle était particulière parce qu'elle était de religion juive. Donc, elle et ses parents étaient de confession juive. Puis, ils étaient un peu à côté de la société, marginalisés à cause de ça, sans doute, là, certainement. Puis, ils vendaient des chapeaux, des vêtements, des choses comme ça. Alors, donc, Bertha Baller, c'est drôle parce que même si son père est mort, elle est placée en premier. Bertha Baller. Baller, on écrit ça B-U-L-L-E-R. Aussi, peut-être glisser un mot rapide sur son décès. Elle est décédée en 1961 de mémoire. Elle a été frappée par 2 véhicules, l'un à la suite de l'autre, sur le boulevard Amel, non loin d'où se trouve aujourd'hui la maison. Aidez-moi. O'Neill, merci beaucoup. La maison O'Neill, donc, vous savez, là, la maison O'Neill qui est la maison où se trouve la Société d'histoire des rivières. Donc, sur le boulevard Amel, elle a été frappée à cet endroit-là par 2 véhicules qui ne l'ont pas bien vue, puis est décédée là, des suites de cet accident-là. Sans le sou, c'est la communauté juive de la région qui a la famille Pollack, qui a œuvré pour lui offrir une sépulture digne d'elle. Oui, oui, quand même. Donc, Bertha Baller, Loretteville, elle est la fille du chef qu'on trouve en deuxième qui s'appelle Sarah. Alors, sa mère, là, son nom m'échappe, son nom de fille, là. Quand je vais arriver chez nous, il va me réapparaître. Là. Alors, ben, son père s'appelait Charles Baller. Puis, est-ce qu'il possédait une radio? Non. Ils avaient 8 pièces et ça valait 10 000 leur bâtisse. Rien de moins. Soit dit en passant, la raison pour laquelle il y avait un stand à taxi qui a un stationnement vide depuis longtemps à cet endroit-là, c'est parce qu'on a démoli la bâtisse au début des années 60, quelques années après son décès, pour taxes impayées. On a cherché des héritiers sans jamais en trouver, parce qu'elle ne s'est pas mariée, puis à son décès, elle était la seule enfant d'un couple juif provenant de Roumanie qui avait immigré au début du 20e siècle. Vous voyez, Bertha a 28 ans en 31, donc elle est née en 1902. Sa mère a 53 ans, elle est veuve. Puis, ouais, à peu près, en 61, c'est ça, 59 ans. Elle était relativement jeune. Là. Puis, ben, c'est quand même intéressant là, de constater ça parce qu'en fait, dans un recensement antérieur et qui a mené à la rédaction d'un article que j'avais écrit dans notre ancien bulletin, je mentionnais c'était mentionné le nom de la ville d'où elle provenait, qui s'appelait Tchernovitch. C-Z-E-R-N-O-V-I-T-C-H. J'ai cherché des Tchernovitch. Tu sais, moi, des fois, des affaires d'enquête de même, là, c'est ça, ça vient me chercher, on se comprend bien. J'avais cherché des Tchernovitch et j'en avais trouvé un Tchernovitch en Ukraine, avant la guerre en Ukraine. Puis, tu sais, là, des pages, là, mettons, là, tu sais que tu viens de. Hein? Alors, j'avais trouvé un, tu sais que tu viens de Tchernovitch, quand? Alors, j'avais écrit à ces gens-là, mais ils ne m'ont jamais répondu. Des fois, ben, tu sais, des fois, tu essayes, puis des fois, là, 4 ans après, il y a quelqu'un qui te répond. Là, des fois, c'est des affaires qui arrivent. Alors, mais là, il semblerait que ce n'était pas en Ukraine d'où il viendrait, ce serait de Roumanie, puisqu'on l'indique dans le recensement de 31. Alors donc, là, je vais aller fouiller, voir s'il n'y a pas de Tchernovitch en Roumanie, qui a peut-être été annexé, puis tout ça, je ne sais pas, en tout cas, on verra, à suivre. Mais plus loin, là, je ne l'indique pas ici, dans les langues parlées, elle parlait anglais et français.
les deux langues, puis elle était de religion juive. Elle, de la profession, je ne sais plus trop, là, mais c'était vendeuse, propriétaire d'un magasin de linge ou quelque chose comme ça, là. C'est ça qu'elle faisait. Donc, ça a été démoli là, sur le coin là, après 1961. Ah! Le couvent. Hein? Alors, le couvent, il y a un paquet de monde pas apparenté entre eux qui habitent tout de suite à la même place. Hein? Alors, la première personne, le chef, c'est Mère Saint-Philippe. Elle habite à Loretteville. Est-ce qu'elle a une radio? Oui. Elle est le chef et c'est une féminine. Elle est célibataire. Elle a 58 ans et elle vient de France. Puis après ça, tu as un paquet de logeuses avec elle. Hein? Logeuses. Hein? Je ne les ai pas toutes mises, mais j'avais plus de place. Là. Mais il y en a d'autres après. Là, hein? Là je ne suis pas trop capable de toutes lire les noms. Là. Sœur Marianne, Sœur Sainte-Blandine, Sœur Sainte-Pauline, Sœur Sainte... Non, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. C'est des sœurs. Ils ne s'appellent pas Justine Duguay. Là. Non, non. C'est leur nom religieux. Là. Fait que ça aussi, c'est un piège pour les historiens. Tu sais, tu cherches ta vieille grand-tante là, qui était devenue religieuse, tu la cherches. Ah, ta tante s'appelait Monique Duguay. Monique Duguay dans le moteur de recherche. Tu ne la trouveras jamais. Hein? Ouais, elle n'existe plus. Elle s'appelle Sœur Marie Conrad, Sœur Norbert Marie, tu sais, Sœur Bibian. Laquelle, ça, Denis, vous avez... Sœur Norbert? Si? Là, vous avez été violenté par... jamais violenté, non? Allez-y, M. Verrette. Pierre Savard, la sélection laminaire, là? Oui. Vous donnez les coups de bâton. Oui. À la sœur. Denis. Alors, Pierre Verrette nous mentionne qu'il aurait reçu quelques coups de certaines religieuses qui sont peut-être ou non énumérées dans les noms qu'on voit à l'écran. Denis Paul mentionne que lui, non, il n'a pas été violenté. Vous non plus? Non. Oui, oui, oui. Sinon, il y avait Francine Trudel qui voulait ajouter. Ah! Donc, on mentionne que les sœurs, entre elles, se chicanaient entre le secteur des gars et le secteur des filles, semble-t-il. Mais regardez leurs âges aussi, hein? La chef, elle avait 58, je pense. Mère Saint-Philippe. Sinon, là, on a 60, dans la trentaine. On a Mère Sainte-Céline, Sœur Sainte-Céline, qui avait 19 ans. Ici, on a une 18 ans, Sœur Sainte-Jeanne. Puis sinon, là, c'est d'un 30, 40, puis une 27. 41 ans? Ouais. Alors donc, un paquet de monde, ça nous fout dans le trouble des trouver parce qu'on ne sait pas leur vrai nom. Finalement, c'est ça. Je vous donne un autre exemple de situation particulière. Je pense que c'est dans le recensement de 1921. Là, on ne le faisait pas pour celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais on indiquait les pensionnaires. Le nom des jeunes filles qui étaient pensionnaires ici. Parce qu'il y avait des pensionnaires ici dans le couvent. Donc, on indiquait leur nom dans le recensement. Alors, contrairement à celui-là où on ne l'indique pas.
Je ne sais pas pourquoi si on a donné un ordre différent là, pour énumérer dans les familles plutôt que dans le couvent. Oui, Pierre Landry? Oui. OK. Par la suite. Wow, belle histoire. Sinon, oui, allez-y. Aucune idée. Alors, on demande ici s'il y avait un registre, à savoir c'était quoi le vrai nom de la personne. Sans doute que ça existait, mais moi, je n'ai jamais vu ça là, personnellement, là, mais sans doute que ça existait. Dans les archives des communautés, là, effectivement. Sûrement. Sinon, je vous raconte une autre anecdote. Bon, moi, il y a du monde bizarre dans ma famille, là, surtout du côté de ma mère. Là, à un moment donné, il y avait mon arrière-grand-père qui s'appelait Fabien Belland. Puis lui n'était pas là dans sa famille, dans le recensement de 1861. Pourtant, il était né, mais il n'était pas là. J'ai fini par le trouver. Il était en institution psychiatrique, là, en psychiatrie. Il était pensionnaire dans un asile. C'est ça, pendant une couple d'années. Des fois, ça a fait ça de ce côté-là de ma famille. Ben, ça fait longtemps, là. C'est ça. Ça fait longtemps. As-tu quelque chose à dire là-dessus, Guy? Non. Oui, 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 là, je ne l'ai pas mentionné, là, mais tu sais, oui. Oui, 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 il y a un site de généalogie de personnes religieuses. Euh, Claire généalogie, oui, c'est ça. J'ai déjà croisé à un moment donné ce site-là, c'est vrai. Parce que, a priori, ces gens-là, tu peux juste aller par en haut, pas par en bas, là. C'est pour le chercher sur eux autres, là. Ben, tu sais, ils ont des frères, des sœurs dans la vraie vie, ils ont des parents, mais ils n'ont pas d'enfants, a priori, là. C'est ça. Oui, Francine Trudel. Je n'ai pas copié l'information, puis je ne me souviens pas de l'avoir vu, l'abbé Jules Dubois. Mais il est peut-être là, mais je les ai toutes réregardées, les feuilles, là, mais tu sais, des fois, ouais, c'est ça. Aumônier, dans le couvent, l'abbé Dubois. C'est ça. Il est peut-être encore présent. Ben oui, je sais pas. Donc, on dit que l'abbé Dubois était là dans les années 20. Alors, la page suivante, ça, c'est pour l'anecdote. Alors, c'est Ernest Savard et sa famille, qui est incomplète, soit dit en passant. Ernest Savard, c'est la grande famille Savard de la vieille maison. La vieille maison dans le bas de la rue Giroux. Donc, on connaît Arthur Savard qui a hérité de la vieille maison. Mais il y avait des frères et sœurs, Arthur, dont Ernest, qui va se construire sur la rue Giroux. Quand on descend le long du cimetière, vis-à-vis du cimetière, la grosse maison verte à gauche en descendant. À gauche, bien sûr, parce qu'à droite, c'est le cimetière. Hein? À gauche, hein? On a une grosse maison verte reculée du chemin, un gros bloc carré avec des grosses pierres dans la fondation. Ça, c'est chez Ernest Savard. Donc, Ernest Savard, il habitait à Loretteville. Il était propriétaire, ça valait 2500 pièces. Il y avait une radio, il était chef, il avait 49 ans. Il venait de Québec. Il était né au Québec, bien sûr, au bout de la rue. Il était né au bout de la rue. Sa femme, Alma, toujours de Loretteville. Et ensuite, on a ses enfants. On se tient bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis il en manque encore 5, 6 à peu près. Je pense que c'était 21 au total qu'il y a eu. D'accord? Alors, on va les nommer. Charles-Ernest, Léopold, Noëlla, Adrienne Savard. Adrienne Savard. Magasin Adrienne Savard. Ça, on s'en souvient. Je me souviens d'être allé magasiner là quand j'étais petit. Il y avait comme 3 marches, là. 2, 3 montaient là, là.
Je trouvais ça plate, elle est là dans ma vie, là. Et voilà. Après ça, il y avait Madeleine, Jeanne, Fernande, Lumina, peut-être, André, Maurice, Léonide, Yvan. Yvan, je l'ai connu. Quand je travaillais à la ville, quand j'étais étudiant là, dans le centre municipal, au début des années 90, il venait jouer au bingo avec sa femme. C'est Charles Ernest qui vendait des assurances. Lucille puis Adrien. Puis après ça, il va en avoir d'autres. Regardez les âges, les enfants. 24, 23, 22, 21, 18, 19, 18, 16, 15, 13, 12, 9, 8, 6, 4, 1. Hein? Fille célibataire. André? Monsieur Savard, ouais, c'est ça. Alors, voici pour l'anecdote la grande famille. Soit dit en passant aussi, oui, allez-y. Ben, je pense qu'il indique 7 ou 9, un 9 mal fait, là. 9 pièces. Mais pour être allé récemment dans cette maison-là, oui, c'est celle-là. Alors, pour être allé récemment dans cette maison-là, c'est effectivement pas si grand que ça. Il faut dire aussi, pour l'anecdote, qu'au grenier vivait jusqu'à pas longtemps avant le curé retraité de la paroisse Saint-Ambroise de Lorette, Guillaume Giroux, qui a donné son nom à la rue d'ailleurs. Donc, il vivait là dans le grenier. Et la Société d'histoire est allée, à l'occurrence moi, est allée chercher des choses ayant appartenu au curé Giroux dans le grenier de la dite maison il y a quelques années quand la maison a été vendue. Les gens qui l'habitaient disaient on ne veut pas que ça se perde, on vend, puis il y a des affaires qu'on pense qui seraient importantes pour l'histoire locale. Alors je dis je vais y aller. Je suis allé dans le grenier, il y avait des affaires qui étaient là qu'on ne pouvait pas sortir parce que ça ne passait pas. Des meubles, entre autres, il y avait des portraits religieux, dont des portraits de Guillaume Giroux, n'est-ce pas, Francine? C'est parce que Francine a une relation particulière avec Guillaume Giroux. Elle a travaillé Guillaume Giroux là, pendant quelques... Et elle a, oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de débris, de saleté dans le dit grenier. Mais c'était un endroit magique. Je suis content d'être allé là une fois dans ma vie. Puis je me suis toujours demandé où les 21 enfants se couchaient dans cette maison-là. Soit dit en passant, le curé Giroux, à la fin de sa vie, était sourd aussi. Alors, j'imagine que s'il se faisait appeler pour aller souper, il ne descendait jamais. Ouais, bien. Alors, c'est lui, le curé Giroux, qui vivait chez Ernest Savard, qui a donné son nom à la rue Giroux aujourd'hui. Ça va? Rue de l'Église. C'est ça, parce que l'église dépassait dans la rue, là, quasiment. Là. Ça, c'était un chemin de sortie. À la rue Giroux, c'était un chemin de sortie pour la maison Savard au bout de la rue. Là. C'était la maison Savard, eux autres, on prenait un chemin pour sortir en avant. C'était le sentier qui est devenu la rue Giroux par la suite. Puis les enfants de la famille Giroux se sont tous construits sur la rue Giroux. Comme au coin, la maison en briques, au coin de Louis IX et Giroux, là, il y a une maison en briques un peu reculée. Eh bien, cette maison-là, c'est la maison de la famille Boutette, qui s'était mariée avec Cordule Savard, qui était la sœur d'Ernest, Cordule. Quand tu as trop d'enfants, tu ne sais plus comment les appeler. Cordule Savard. Il y a une question, Hugo? C'est Gemma. Alors ici, on me dit, ah oui, c'est un Gemma au lieu d'une Lumina. Merci, Hugo, d'avoir précisé. Ça, de même à l'œil, c'est pas toujours évident. C'est ça. Yvan aussi aurait vendu notre... Oui, c'est possible, oui. Yvan Savard. D'ailleurs, juste avant votre anecdote, là, je vous ai parlé d'Eusèbe Martel tout à l'heure. Bien, on a des bobines vidéo, nous autres, de la construction de la maison d'Yvan Savard dans la rue Giroux par Eusèbe Martel. Alors, on a des films de ça sur des bobines qu'on a fait numériser. Donc, où on voit Eusèbe Martel et Yvan Savard qui se fait construire sa maison dans la rue Martel. Dans la rue Giroux. Oui, excusez-moi. Martel, c'est le bonhomme. Il nous en reste à vendre, bien sûr, de ces DVD-là que vous pourrez acheter pour la modique somme de 10 par DVD ou en spécial 2 pour 20. Monsieur Landry. Oui, vous l'avez connu, Yvan Savard.
vous alliez au Nordique avec lui? Il vendait sur la Racine, Denis? À côté du poste de pompier. Dans la maison du 144 Racine, là, la maison de sa station téléphonique. Oui. 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 Ah, bon, c'est pour l'anecdote. Merci, M. Landry. Pour les Nordiques avec Yvan Savard. Soit dit en passant, Marc-Claude Savard, là, qui fait de la TV, là, c'est une descendante, là. C'est la petite fille d'André. Merci. L'Université Pépin. Bon, pour ceux qui ne savent pas, à Loretteville, il y a déjà eu une université sur la rue Lessard qui s'appelle l'Université Pépin. Bon, université, là. Hein? Quand même. Alors, tout dans le haut de la rue Lessard, là, à droite, en descendant à partir de Racine. Alors, on a ici, là, je l'ai mis pour l'anecdote, ici, là, la famille Pépin, Marie-Louise Pépin, chef. Elle avait une radio, oui. Alors, Diana Pépin, Marianne, Bernadette, Cécile, Simone, Raymond et Paul. Et à noter que, non, je le sais parce que 47 ou 37, parce que c'est une affaire de deuxième mariage de mémoire. Il y a eu 2 mariages dans cette famille-là, puis je pense que les enfants, si ce n'est pas 3, les enfants du deuxième ou troisième, c'est ça. Les enfants qu'on a ici, ce n'est pas les enfants de Marie-Louise Pépin. Parce que ça aurait fait jeune un peu, là, tu comprends? Hein? Je sais bien, là, à un moment donné, là, hein? On a beau vouloir, mais retiens-toi. Ouais, c'est ça. T'as une couple d'années, là. Alors, donc, c'est pour ça, là. Donc, ces enfants-là étaient les enfants d'un mariage antérieur. Mais, ces dames-là, notamment Diana Pépin et Cécile, je pense, ont été institutrices. C'était leur métier. Je ne l'ai pas collé, là, le métier. Là. Et elles étaient institutrices d'abord dans le garage en arrière de chez elles, puis aussi dans la maison. Et c'est pour ça que dans le langage populaire, c'est devenu cette petite école un peu privée, l'Université Pépin, du nom de la famille Pépin qui enseignait dans cette petite maison et garage-là. Oui. Dans les premières, il faudrait que j'y aille. Là. Comment? C'est la porte rouge. C'est ce qu'on me glisse à l'oreille. Et donc, les institutrices Pépin, là, elles accueillaient parfois quand il y avait des enfants qui avaient manqué l'école parce qu'ils avaient été malades. Elles reprenaient du temps avec les enfants, puis tout ça là, pour leur faire reprendre le temps perdu. Oui. Donc, les tout jeunes enfants, là. Comme la maternelle 4 ans d'aujourd'hui, un peu, si on veut. Oui, Francine Trudel. Donc, on a des photos d'elle, effectivement, qui nous ont été fournies par Marthe Pépin, qui habite toujours l'université, et qui, soit dit en passant, on a aussi des photos de Diana et peut-être de Bernadette ou une des autres, là, mais à l'hôtel de Loretteville, donc l'hôtel Saint-Amand, où il y avait le Irving. Là. Alors, si vous m'avez suivi l'année passée, j'ai fait une présentation là-dessus, puis on les voit, là, elles étaient engagées par l'hôtel pour divertir les gens en faisant des ateliers de bricolage, des enfants de même pour les femmes qui restaient à l'hôtel pendant que les maris descendaient la chute dans un baril. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Non? On s'entend. Oui, oui, eux autres aussi, c'était des agents d'assurance, cette famille-là. Là. Ils vendaient de l'assurance, cette famille Pépin-là, effectivement. Alors, la page suivante, la famille du boucher Durand pour le plaisir. Je suis tombé dessus, je te l'ai mise. Alors, Georges Durand, tu as vu comme moi dans ta vie, en avant de la boucherie Durand, sa racine, Go.O.Durand. Hein? Bon, tu t'es toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire, Go.O.Durand. Ah, c'était Georges. OK? Tu le vois ici. Alors, Georges Oscar Durand. Et sa famille, dont, entre autres, ici, Gaston, qui a travaillé comme boucher également.
Puis ben, les autres, là, je ne connais pas toutes. Aidez-moi si vous avez quelque chose à dire dessus. Léo ici. Léo, il habitait au coin de la rue Giroux, lui. Ben, moi, je le sais, je le connais. Oui, Léo, j'ai habité à côté, aux 3 rue Giroux, Loretteville, moi. OK? En logement avec mon père. Puis, c'était notre voisin. Puis, lui, il faisait la caisse, Léo Durand. Vous savez, là, dans la boucherie, il y avait le boucher. Puis, à côté, il y avait le kiosque pour payer. Lui, tu payais. Ouais, un plexiglas. Ben, aujourd'hui, la dernière fois que j'étais allé, c'était un plexiglas. Avec un petit trou. Là, à un moment donné, lui, il est parti, mais les gars faisaient les 2 jobs. Ils coupaient ton morceau de viande, puis là, ils s'en allaient. Ils venaient se placer en arrière du kiosque, puis là, tu pouvais payer. Mais il fallait que tu changes de place. Tu ne pouvais pas le payer. Non, peut-être en arrière là. Fait que là, Léo, c'est ça. Ouais, il était marié avec une sœur Boutette, d'ailleurs. Alors, puis moi, j'habitais aux 3 Giroux, puis c'était la propriété de l'électricien Boutette. Là, je me souviens plus de son prénom. Là. On était locataires là, aux 3 Giroux. Oui, Francine. Oh. Possible que Jean serait Jean Roger. Ouais, peut-être. Le maire et parc, là, Jean-Roger Durand. Ben, je le trouve un peu jeune, par exemple, Francine, pour dire que c'était Jean-Roger Durand, parce que Jean-Roger Durand écrivait en 36 en 38 dans le journal Le Croissant. Ça pourrait-tu marcher? Ça pourrait marcher. OK, ça marcherait. Ça pourrait être lui. Peut-être. Oui, oui, Mme Falardeau. Je ne sais pas. Paul Roland de la Quincaillerie, non, non. Pas dans la famille du boucher. Le Roland Durand de la Quincaillerie, c'est le Grand Saint-Claude? Non? Je vous crois. Regardez la dernière membre de la famille, là, c'est Eugénie Durand, et c'est indiqué qu'elle est la sœur, elle a 55 ans, donc la sœur de Georges, donc du chef, qu'elle elle habitait donc avec son frère et sa famille. Elle était plus vieille. Oh! Francis McLennan et sa gang de serviteurs. Francis McLennan, ça, c'est les Ursulines à Loretteville. D'accord? Francis McLennan va faire construire une maison en 1913 à un endroit qu'ils appelaient à l'époque La Plaine. Alors, en 1913, c'est la maison des Ursulines, de l'école des Ursulines. Il était marié avec Alma Stewart, qui était la fille d'Andrew Stewart, fils d'Andrew Stewart, deux générations. C'est un terrain qui appartenait à la famille Stewart, qui étaient des personnages quand même assez importants dans la colonie britannique après la conquête. Ils vont travailler au peuplement de Valcartier, notamment ces Stuarts-là, avec John Nelson, qui est le fondateur de Valcartier en 1816. Un des Andrew Stuart, le père d'Alma Stuart, était marié avec la fille de Philippe Aubert de Gaspé. Donc, Alma Stuart était la petite fille de Philippe Aubert de Gaspé, vous me suivez? Et ensemble, Francis McLennan et Alma Stewart vont se marier. Ils vont hériter du terrain par Alma Stewart et ils vont faire construire une résidence cossue en pierre en 1913, qui a 110 ans. Puis, vous voyez qu'en 1931, Alma Stewart est décédée. Ses parents aussi avec la maison Henri Stewart au coin de Cartier-Grande Allée. Je suis allé la visiter cet été et il y a des portraits d'Alma Stewart d'accrocher sur les murs dans la maison. La guide était là depuis une semaine, puis j'ai expliqué l'histoire. Je m'en retenais, mais à un moment donné, tu sais. C'est ça? Ben ouais, c'est ça. Alors, donc, ils vont vivre là. Lui, c'est un avocat. C'est un avocat qui avait été reconnu. Là, il portait un titre, un grade cassé à côté de son nom. Il appelait ça King Counselor, donc conseiller du roi. Puis, vous voyez que sa résidence valait 15 000. Il y a 25 pièces. Ben, c'est une école. Ah. Ben non, c'était pas une école. C'est devenu une école.
Quand sa femme est décédée, il lui avait promis qu'il reconnaîtrait l'éducation qu'elle a eue chez les Ursulines en ville. Et c'est pour ça que par testament en 1941, il va léguer le terrain aux Ursulines. Et c'est pour ça que les Ursulines vont hériter de ce terrain-là en 1941. Donc, 25 pièces, radio, oui, chef, masculin, veuf, 75, il vient d'où, lui? On dit. Je ne sais pas, je peux le lire. Ontario, ses parents. Les serviteurs, d'abord, tu as le serviteur principal, là, ici, Mary Prescott, donc une femme célibataire de 49 ans qui venait du Nouveau-Brunswick. Puis là, ben, c'est bien beau la maison au bout de la ruelle, au fond. Mais avant, là, plus proche de Racine, il y avait une autre maison dans laquelle vivait une famille, la famille Langton, que tu as peut-être déjà connue. Ben oui, c'est ça. Alors, eux autres travaillaient pour Francis McLennan. Alors, ils étaient les fermiers de la famille de Francis McLennan. Alors, la maison est encore là aujourd'hui d'ailleurs. Alors, donc, John Langton, qui est le chef, je l'ai mis, même si c'est deux unités familiales, je l'ai mis. Alors, John Langton, marié, masculin, 40 ans, Ontario, Canada, marié avec son épouse, Emmer Langton. Emily, concentre-toi, tu vas l'avoir. Emily, alors son épouse, 38 ans, Québec, Canada, puis leurs enfants, là. Alma, John, Mary, Leslie. Kenneth était peut-être pas né. Non, ben, c'était une fille. Kenneth, c'était un gars. Vous l'avez connu, Kenneth? Moi, je l'ai connu, Kenneth Langton. Y en a-t-il qui l'ont connu? Kenneth Langton. Denis Paul, sa femme était brigadière scolaire. Il habitait à côté de l'école Château-d'Eau à un moment donné. C'est ça. Leslie restait pas loin de chez vous. Ouais, moi, j'ai connu Jean-Pierre, qui était le fils d'un de ceux-là, j'imagine. C'est le fils de Leslie, Jean-Pierre, OK. Leslie n'était pas marié avec une Savard. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il était marié avec Rose Savard. Il était marié avec Rose Savard qui, elle, était, oui, après, deuxième noce avec un paquet. Ben, cette Rose Savard-là, là, elle était mariée. Elle était la fille d'Antoine Savard et de Sophie Ouellette. Et eux autres, ils ont vu le cadavre le mois passé en avant de leur maison dans le fossé. De Louisa Orsington. Vous n'avez pas entendu ma conférence du mois passé? Bon, il y a un lien. Tu me suis-tu? Il y a un lien. C'est compliqué, mais à un moment donné, tout est dans tout, comme dirait Olivier. Alors, donc, c'est ça, les Langton. Alors, 15, 14, 11, 6, 2 ans, en 1931. Voilà, ils travaillaient pour la famille la famille. Ils n'ont pas eu d'enfants, là, Francis McLennan, là, c'est ça l'affaire. Là. Ils n'ont pas eu d'enfants, eux autres. Fait, quand ils sont morts, les deux, ils ont fait hériter le tout aux Ursulines. Là, je ne sais pas. Alors, M. Verrette, Pierre Verrette demande, John, est-ce que c'est lui qui travaillait chez Renault Valet Service? Marié avec une Brousseau? En tout cas, Canette, oui, c'est ça. Renault Valet Service? Peut-être, oui. Enfin. Francine? Oui, c'est ça. C'est Leslie Langton. C'est ça. Renault Valet Service. Là, j'ai un trouble.
OK. Et attention! Coup de théâtre! Un Chinois à Loretteville! Un Chinois! Len Q, Q, Q! Je sais pas comment dire. Q, Q, Q. Len. Len Q, Q. Loretteville, il était logeur, ça coûtait 8 piastres par mois. Juste pour vous dire, je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais c'est à côté de chez Armand Genet. Armand Genet électrique, l'électricien, là, ouais, on s'entend. Alors, logeur, 8 piastres, il n'y a pas de radio, c'est le chef, il est mâle, célibataire, 55 ans. Il vient de Chine, ses parents viennent de Chine. Il est arrivé en 1906, ça fait quand même longtemps, ça fait 25 ans qu'il est ici. Il n'a pas été naturalisé, c'est ce que je comprends par le petit dessin ici. Il est d'origine chinoise. Il vient de la Chine, il parle le chinois. Il parle-tu anglais? Oui. Il parle-tu français? Non. Chinois, encore. Là, si c'est sa religion, là, l'énumérateur a indiqué, impossible de savoir, ne peut pas écrire. Donc, il voulait savoir, c'était quoi sa religion? Impossible de savoir. C'est ça, probablement bouddhiste. Après ça, son travail, c'est buandier dans une buanderie. C'est carrément le stéréotype là, d'un Chinois de cette époque-là. C'est quand même intéressant de voir ça parce qu'on a fait quelques petites recherches, ma conjointe et moi, à ce sujet. Parce que il y avait une communauté chinoise en ville, hein, à Québec, là, dans le coin de la côte d'Abraham, puis tout ça, là, la côte d'Apotas, là, dans ce coin-là. C'est le quartier chinois de Québec qui a été pas mal démoli quand ils ont fait les bretelles d'autoroute pour donner accès là, en ville. Donc, ça reliait, si tu veux, là, les deux sections là, de la rue Saint-Jean avec la rue Saint-Jean de l'autre bord, là, qui se joignaient là, quand il n'y avait pas les autoroutes. Puis, ma conjointe a lu des affaires sur des rafles qui ont eu lieu là, dans les années 30-40 dans le quartier chinois, puis qui avait arrêté, là, je pense qu'elle m'avait dit 72 Chinois là, qui participaient à des paris, puis du gambling de même, qui avaient tous été amenés en prison, puis au poste de police, en taxi, dans 10 taxis. Puis après ça, ils se sont exilés, ces Chinois-là, dans Charlebourg, où il y a eu la rue des Chinois à Charlebourg. Mais on n'arrivait pas à savoir c'était où exactement. Mais puis on a cherché dans la toponymie, mais ce n'était pas un toponyme officiel. Alors, il y a eu la rue des Chinois, ils se sont ouverts. Je ne sais pas exactement. Peut-être à côté de. Enfin, ceci étant dit, j'ai compris, en fait, au-delà de l'anecdote et de la surprise d'avoir un membre de la communauté chinoise à Loretteville en 1931, qu'il y avait comme une vie, puis, tu sais, ça se comprend, là, ça s'explique, cette vie-là. Puis 1906, dans quelles circonstances est-il arrivé en 1906? Est-il arrivé par l'Ouest? Probablement, puis il a suivi peut-être par le train, parce que ces gens-là travaillaient beaucoup sur les trains, construire des voies ferrées, puis tout ça. Oui, c'est ça. Là, le train a été construit par la communauté chinoise sur l'ensemble du territoire. En tout cas, dans les voisins, là, connus, là, des fois, je fais ça. Quand je cherche dans le recensement, je ne sais pas qui est qui, mais des fois, quand je repère un voisin que je connais, on s'entend, là, tu sais, bon, que je connais pas vraiment, mais que je connais historiquement, je veux dire ça. Mais là, je suis capable d'essayer de déduire c'est où, c'est qui. Fait que dans les voisins connus, c'est Armand Genet. Donc, Armand Genet, l'électricité, là. Fait que je soupçonnais que c'était sur le quartier, là, en arrière, ici. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui. Armand Genet, oui.
Ah oui! Non, 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 non. Alors, donc, Pierre Verrette nous confirme qu'il a souvenir que c'était écrit blanchisserie sur le commerce de la rue du boulevard Valcartier. Donc, il a vu cette affiche-là, que c'était une blanchisserie. Alors, peut-être qu'il y aura un lien à faire là, avec le logeur, là, Len Q. Je vais l'appeler comme ça. Ouais. Alors, Éric Tremblay, oui? Oui, c'est ça. Alors, Éric Tremblay demande comment est-ce qu'on fait pour suivre qui est qui l'un à la suite de l'autre, là? Ben, c'est les voisins, un après l'autre. Des fois, tu sais, ils font un côté de rue. Oh, je devine qu'ils font un côté de rue, qu'ils reviennent l'autre côté de rue. Des fois, ils traversent, pas tout le temps. Il y a pas de. C'est pas cohérent tout le temps. Mais quand on a l'œil et qu'on arrive à savoir qui habitait où à ce moment-là, on est capable de le suivre pas mal sur le terrain. Mais tu sais, des fois, il y a des logements au deuxième. Tu sais, des fois, ça nous mélange un peu, mais on suit l'idée principale. Comme il n'y a pas d'adresse, ben, on ne peut pas y suivre physiquement là, sur le terrain précisément. Là. Donc, on devine un peu. Ça fait partie de l'enquête, du travail des détectives. Là. Alors, l'NQ. Et là, j'ai fait une statistique. Évidemment, ça, je rouvre la porte à des millions de statistiques possibles, là. D'accord? Du type, combien de personnes étaient cultivateurs et possédaient une radio? On pourrait faire des tableaux croisés dynamiques, là, pour essayer de croiser deux variables entre elles. Combien de veufs, on pourrait faire n'importe quoi comme statistique avec ça. Mais j'ai fait une statistique. Dans le secteur sous-district Loretteville, il y avait deux sections. Il y avait deux sous-districts dans Loretteville. Un et deux. C'est pas mal, le premier, c'est pas mal le village, là. De la chute, je te dirais, là, en faisant les rues perpendiculaires, pas mal jusqu'à peu près la rue de l'hôpital d'aujourd'hui. À peu près. OK, ça, c'est le premier bout. Puis le deuxième, ben, fait le reste, là, vers Verrette, le reste de Racine, tout ça. Puis là, je n'inclus pas Lormière qui fait partie de Saint-Ambroise, la paroisse, Saint-Claude fait partie de Saint-Ambroise, tout ça. Fait que dans le premier bloc de sous-district de Loretteville, j'ai compté le nombre de radios. Alors, combien, d'après vous, y avait-il de quel pourcentage de familles dans le village avaient des radios? Il y en a qui ont une idée. 2, 5 25, 40 Eh bien, voici la réponse à cette question-là. 54 familles sur 194 dans le premier secteur de Loretteville possèdent une radio. C'est 27,8 des familles seulement. On est en 1931. C'est assez récent, la radio, quand même, OK? C'est assez récent. Puis évidemment, on n'a pas beaucoup d'argent pour se payer ce luxe-là. Alors, ça, c'est dans le village, puis pas dans les rangs autour. Évidemment, là, curieusement, avec Bernard Poirier, on a jasé de ça tantôt. Bernard a fait une statistique dans Val-Bélair. Il y avait combien de radios dans Val-Bélair, Bernard? 5 radios dans Val-Bélair sur 150 familles. Alors, c'est vraiment beaucoup moins en pourcentage. Ça, je dis, là. Moi, mon hypothèse, c'est que dans le village, il y en avait plus, puis ailleurs, autour, il y en avait moins. T'sais. Ben, l'électricité pour les faire fonctionner, puis tout ça, là. Dans le village, il y a des médecins, il y a Francis McLennan, il y a des notaires, etc. Le curé, blablabla. Donc, les chances d'en avoir une sont plus fortes. Guy. Ah non, non, je l'ai compté moi-même page par page. Ouais. C'est juste des images. Non. Ce qu'il faudrait faire, là, genre de projet à Hugo Chouinard ici présent, là,
c'est qu'il faudrait, mettons, tout rentrer ces données-là dans un autre fichier, dans une base de données pour que ce soit cherchable. Ce qu'on est en train de faire pour certaines choses, on va avoir meilleur même. Ouais, c'est ça. Hugo, il fait des affaires pas possibles, là. Terrible, là. Parce que l'autre jour, j'y ai parlé du registre du collège de Loretteville. Tu sais, le collège de Loretteville, là, les frères des écoles chrétiennes, là, je ne savais pas qu'on l'avait. J'y ai montré. Je fais, hein, j'ai vraiment pas le temps de faire ça, mais je vais le faire pareil. Alors, il est en train de créer une base de données dans laquelle on va pouvoir chercher n'importe quoi qui apparaît dans le registre du collège de Loretteville. Donc, les noms de personnes, les parents, les adresses, l'emploi des parents, du père, tout ça, là. Donc, 1400 personnes dans le registre du collège et 600 adresses. Et on est rendu en quelle année à peu près? En 1948, jusqu'en 62. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est sûr que là, le recensement, là, il y a beaucoup de données. Là. Nous, on ne peut pas faire ça juste en cherchant. Faut que tu le comptes à la main. Là. Ça fait que là, c'est un par un. Là. Puis, ben, c'est ça. Mais pour le moment, on fait ça de même. Là. Oui, Francine? Ben, Francine Trudel demande quand est-ce qu'on va pouvoir chercher plus nominativement. Ce que j'avais lu, c'est quand il a sorti le recensement le 1er juin, qu'il mentionnait que pendant l'année, on allait pouvoir chercher par nom de personne. Donc, l'État est en train de faire ce travail-là. Mais par contre, quand tu es abonné à Ancestry, tu peux chercher le nom d'une personne, puis on va te le sortir entre autres, mais pas uniquement, mais entre autres, dans le recensement de 1931. Mais l'outil n'est pas fameux parce que il détecte mal l'écriture à la main, puis c'est pas parfait, là. C'est pas comme quand c'est un journal numérisé, tu peux chercher des mots qui sont bien écrits dans le journal, là. C'est pas pareil. Fait que l'outil n'est pas parfait. Michel Turcotte? Ouais. Manuellement, là? Ouais, c'est ça. Sur 4 au lieu de Turcotte. Donc, c'est ça, là. Évidemment, tu sais, quand c'est écrit à la main par plusieurs énumérateurs différents, c'est super difficile d'en arriver à quelque chose d'uniforme, là. C'est pour ça que pour les recensements de 1901 et de 1911, il y a eu au Canada un projet d'indexation du recensement. Donc, il y a des bénévoles qui ont copié les données manuellement là, dans un grand fichier qui est plus facilement cherchable, mais avec des erreurs, mais on peut signaler des erreurs puis faire des corrections, puis tout ça là, dans ces versions-là, là, ultimement. Francine? Oui. Donc, Francine nous informe que c'est souvent des bénévoles anglophones qui copient l'information. Donc, ça devient mal copié parce que mal compris par des anglophones pour des Québécois, des trucs francophones. Lazarette au lieu de lirette. Doyle au lieu de deck. Ben, moi, ma grand-mère, son nom de famille, c'était Menu, M-E-N-U. C'est une immigrant, ben, son père était immigrant français. Là. Fait que Menu, là, on ne voit pas ça souvent. Fait que qu'est-ce qu'on retrouve? Mena, Men, M-E-N-N, etc.
son père, son grand-père, à elle, s'appelait Sto, S-T-A-U-T, c'est un Belge. Alors, c'est Stout. euh, oui, on les reconnaît facilement. Non, c'est ça. Parce que nous, en plus, quand on fait ce travail-là, ben, on a un intérêt. euh, on les connaît. En tout cas, quelques-uns là, qu'on a connus, là. Fait que, tu sais, on devine quand c'est mal écrit, là, on est capable de faire ce travail. C'est toute la problématique du travail en archive avec des trucs. Là. Ça, c'est facile d'écrire en 1931, mais quand on tombe dans des affaires écrites en 1900, en 1800, 1700, là, ben, ça devient un petit peu plus difficile. Puis on a une idée avec les colonnes aussi là, de l'information qu'on y retrouve. Là. Mais effectivement, on pourrait faire plein de statistiques sur la vie socio-économique des personnes dans l'ensemble du territoire. Là. Le prix des maisons, combien de locataires, combien de propriétaires, etc. Puis, croiser des informations. Là. Combien de propriétaires femmes, combien de veuves, je sais pas quoi, là, qui ont une radio. Plein d'informations. Même, on pourrait en avoir pour des années à faire du croisement de données comme ça. Là. Oui, M. Pierre Verrette? Oui, 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 pour pouvoir entendre des niveaux. Ben oui. Puis après ça, est arrivé la TV, là, tu sais. Avec ma conjointe, on disait, ma conjointe est sociologue, hein, fait que, elle, ça, les statistiques, les enfants de même, elle aime bien ça. Là, elle disait, ben, tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on poserait d'équivalent comme question? Parce que c'est la première fois qu'on pose la question de la radio en 1931. On pose, qui a Internet? Est-ce que vous avez, par exemple, ça serait probablement ça qu'on poserait comme question. Puis encore, ce serait peut-être un peu ringard de demander ça parce que tout le monde a Internet. On l'aurait peut-être demandé, mettons, en 2001 ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez. As-tu une voiture électrique? Ouais, c'est ça qu'on demanderait aujourd'hui. Puis en plus, aujourd'hui, ben là, par exemple, si ça évolue, on ne demanderait plus. Il y a plein d'unions libres aujourd'hui, là. Comme moi, je ne suis pas marié, là. Puis le sexe aussi, le genre, là. C'est ça, là, tu sais. On pourrait plus demander ça aussi clairement. Combien y a-t-il d'écrans à la maison? Quelque chose comme ça. Écoutez, ben, je vous remercie beaucoup. Hein? Merci à toutes et à tous pour cette présentation sur le recensement de 1931. Ce que je vous donne comme devoir, c'est d'y aller dedans et de vous amuser. Alors, regardez les noms, tout ça qui vous intéresse, dépendant des régions. Cherchez, amusez-vous, perdez-vous là-dedans. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Là, comme, tu sais, aujourd'hui, j'ai fini aujourd'hui, là, je ne vous cacherai pas, hier c'était l'Halloween, j'étais un peu dans le jus. J'ai 3 jeunes enfants. C'est ça. Alors, tu sais, j'ai choisi des secteurs. J'ai pas beaucoup fait le secteur de Neuchâtel. Je suis pas allé dans val parce qu'on va en reparler de val là, éventuellement, là, cette année, là, dans une deuxième présentation sur val J'ai parlé un peu de Saint-Émile parce que Saint-Émile est souvent notre parent pauvre. Puis, ben, c'est ça, mais il y a 1 million de possibilités, là. Vous allez en retrouver plein de monde que vous avez connu, que vous connaissez. En 31, c'est pas loin, là. Tu sais, dans le sens où, tu sais, moi j'en connaissais plein de noms parce que moi, j'ai travaillé à la ville de Loretteville. Quand j'ai eu 17 ans, je travaillais dans le centre municipal. Je faisais le barman dans la salle du centre municipal. Puis on faisait des soirées d'aînés dynamiques. L'amicale La Salienne, les anciens du collège de Loretteville. Alors, tous les vieux de l'époque, hein, ceux qui avaient 70 et plus en 1990, ben, sont nés en 1920. Fait que, tu sais, moi, ces noms-là, j'en ai connu plein de ce monde-là. Là. J'ai croisé plein de monde aujourd'hui.
dans le recensement que je connaissais. Écoutez, on se voit dans un mois. En décembre, là, en décembre, ça tombe le premier mercredi de décembre, là. Alors, c'est ça. Puis pour notre dernier de la saison de l'année 2023, alors, je vous rappelle que notre local est ouvert tous les mercredis après-midi de 13h à 16h ou bien sur rendez-vous. Puis je vous rappelle aussi qu'on a un outil de diffusion de nos archives. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui sont allés se promener dedans ici, là, ce soir. On s'est juste abonné, on n'est pas allé dedans encore. Ah oui? Ben, merci beaucoup d'y être allé, là, d'avoir testé. C'est Hugo, le maître de ça. Alors, n'hésitez pas à y aller, puis n'hésitez pas à nous en reparler aussi, là, puis à faire des témoignages aussi. Hein? Vous savez qu'on peut faire des témoignages qui vont se retrouver en ligne sur notre mémoire collective. Là, ce qu'on dit ici souvent, là, ben, on peut prendre du temps pour aller témoigner en ligne de certaines affaires. Là. Je pense à ceux qui sont des bons témoigneurs, là, qui racontent des anecdotes croustillantes. On aime ça. Eh bien, je vais vous demander de nous aider à ramasser les chaises, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ouais. Au revoir aux personnes à distance.